Salut à tous, c'est Martin Régnier et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous amorçons la 4e vidéo de la série consacrée à la mécanique du solide indéformable. Pour cette vidéo, nous allons nous consacrer sur le deuxième chapitre de l'unité d'enseignement qui sera intitulé Torseur, Alors, dans cette notion, pour principalement cette vidéo, nous allons nous attarder sur la définition de cet outil mathématique nouveau. Nous allons voir comment il est noté, les différentes opérations qu'on peut effectuer avec les torseurs et les invariants qui définissent le torseur, à l'instar de l'invariant scalaire et l'invariant vectoriel. Alors, la définition du concept du torseur pose souvent un petit problème, dans le sens où on veut le faire soit mathématiquement, soit physiquement. Alors déjà, il faut savoir que le torseur, c'est juste un outil mathématique qui va essayer de regrouper une description plus détaillée de la mouvance d'un système ou alors des actions mécaniques qui sont appliquées à un système matériel. Donc, et mathématiquement, un torseur sera noté comme ceci et est défini en un point de réduction. Donc, si je l'appelle ici A, par exemple, mon point de réduction, ou bien disons O, mon torseur est un ensemble de deux champs, dont un champ antisymétrique qui est, que je vais appeler le champ de moment, et un champ résultant qui est le champ associé au champ antisymétrique. Donc ceci, c'est bien sûr en haut. Donc rappelez-vous déjà de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu qu'en fait, pour un champ de vecteurs qui est dit antisymétrique, on a CV de n égale à CV de m plus L vectoriel mn. Alors ici, si on adopte ceci à la convention de torseur, on va voir que ceci n'est rien d'autre que l'ensemble. Le torseur qui peut être associé à ceci est le champ antisymétrique qui sera noté là. Donc là, on aura CV. Et ici, on aura simplement le vecteur L, qui lui est le vecteur associé au champ antisymétrique. Donc c'est pareil là. Nous avons M qui est mon champ antisymétrique et le vecteur associé qui est R. Donc ceci, on a bien sûr R qui est invariant, donc on a R qui ne change pas. Et ici, on a M qui est défini en O. Donc, ce que nous pouvons déjà dire, c'est que R, comme on l'appelle, c'est le champ résultant ou bien simplement la résultante. Et M, c'est le champ de moment. Champ de moment. Et comme il est, bon, on sait qu'il est antisymétrique. Comme il est antisymétrique, alors on sait que M de B est égal à M de A plus le champ associé au champ vectoriel M, qui n'est rien d'autre que R, donc R vectoriel par AB, tout simplement. Tout comme on avait là, vectoriel MN, on a le vectoriel AB. Donc voilà à peu près ce que nous savons des torseurs pour la représentation et la notation mathématique. Vous allez voir dans certains autres documents, il est possible de noter simplement alpha, bêta, gamma, A, B, C. On peut directement noter un torseur comme ceci, de telle sorte que les trois premières composantes soient votre vecteur L, ou bien disons, on a commencé avec la notation R, donc on a notre résultante, et ceci qui n'est rien d'autre que notre champ de moment. Donc ça, ce sont les composantes de notre résultante, ça, ce sont les composantes de notre champ de moment. Ce sont les deux principales notations qui sont souvent utilisées en mécanique du solide indéformable. Alors maintenant, passons aux opérations qu'on peut effectuer avec des torseurs. Vous voyez ici que la notion de torseur est vraiment relative au point de réduction. Donc déjà pour noter, R et M sont les éléments de réduction de notre torseur. M qui est décrit en haut, vous le voyez très bien, ça veut dire que si je change le point de réduction de mon torseur, la résultante reste inchangée, mais l'expression du moment
change parce que ce moment est sensible au point où il est défini à cause du fait qu'il soit antisymétrique. Donc, si je prends celui-ci et que je définis le même torseur en A, par exemple, j'aurai R, mais j'aurai mon moment en A. Et connaissant déjà l'expression de mon moment en O, je sais que mon moment en A sera égal au moment en O plus R factoriel OA. Donc, c'est comme ça que je pourrais décrire, je pourrais faire passer mon torseur du point de réduction O au point de réduction A. C'est le même torseur, c'est juste qu'il est décrit en des points de réduction différents. Donc, déjà pour savoir à propos des opérations, on ne peut effectuer des opérations entre torseurs que si et seulement si ils sont définis au même point de réduction. Ça veut dire que je ne peux pas faire des opérations entre un torseur qui est défini en O et un torseur défini en A. C'est impossible. Il va falloir que soit je ramène le torseur qui est défini en O en A, soit je ramène le torseur qui est défini en A en O pour pouvoir faire des opérations. Maintenant, voyons les différentes opérations qu'on peut effectuer. Donc, pour cela, on va considérer deux torseurs. Sur 1, défini en O, on aura R1 et M1 en O. Et on va considérer le deuxième torseur T2, défini en O toujours. On aura R2 et M2 définis en O. Alors, pour les torseurs, on peut effectuer la somme. Ça veut dire que je peux avoir un torseur résultant qui n'est rien d'autre que le torseur 1 défini en O plus le torseur 2 défini en O. Ce torseur-là, ce torseur résultant, sera un torseur qui aura un champ résultant et un moment résultant en O. De telle sorte que R soit égal à R1 plus R2 et M en O ne soit rien d'autre que M1 en O plus M2 en O. Donc voilà la somme de deux torseurs. Maintenant, on peut avoir la multiplication avec un réel. Je vais appeler le réel alpha. Donc si j'ai taux, mon torseur est défini tel qu'il est alpha fois T1, alors ces éléments de réduction en O sont bien sûr alpha R1 et alpha M1 définis en O. Donc c'est ce que nous avons. Ça, vous voyez qu'on multiplie alpha par tous les éléments de réduction de ce torseur tout simplement. Donc maintenant, on peut également avoir, bon, comme somme, on a dit somme séparée avec la soustraction, ça peut arriver. Bien que j'ai pas encore vraiment vu, je vois pas le sens physique qu'il y a dans le retrait, la soustraction des torseurs. Mais si jamais ça vous a demandé, alors rassurez-vous simplement qu'il soit défini au même point et vous mettez juste le moins à la place du plus. Maintenant, on va parler du comoment. Encore, multiplication de deux torseurs. Alors, la multiplication de deux torseurs se fait en un point de réduction. Déjà, il faut qu'il soit défini au même point de réduction, mais ne va pas dépendre de ce point de réduction. Et on va démontrer pourquoi. En fait, comment est-ce qu'il est défini? La résultante, si je l'appelle le comoment, si je l'appelle P, donc le produit de ces deux torseurs, défini en O, donc qui est égal à T1 en O, multiplié par T2 en O, sera défini comme étant la résultante du premier torseur
scalaire le moment du deuxième torseur défini en haut, plus la résultante du deuxième torseur scalaire le moment du premier torseur défini en haut. Et il se peut, et pas qu'il se peut, c'est le cas, P de O est égal à P de O'. Donc, le produit ou bien le comoment ne dépend pas du point de réduction des torseurs, du point de réduction commun des torseurs, parce qu'il faut déjà qu'ils soient définis au même point de réduction. On va démontrer ceci rapidement pour que ça ne nous dérange pas dans la suite et pour qu'on sache effectivement pourquoi on le dit. Alors pour ça, on connaît déjà ceci. Bon, on va laisser quand même, car c'est quelque chose qui peut nous aider. Comment démontrer le fait que le comoment ne dépende pas du point de réduction? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de O qui est égal à R1 scalaire M2 de O plus R2 scalaire M1 de O. Je vais faire intervenir O' maintenant. Pour faire intervenir O', je sais que qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut me faire avoir O'? C'est le fait de ramener les moments, d'exprimer les moments définis en O en des moments définis en O'. Or, je sais que R1, ceci, c'est encore R1 scalaire, le moment 2 défini en O est encore égal au moment 2 défini en O', plus la résultante de ce moment, c'est-à-dire R2 vectoriel O', O. Ça, c'est le fait que le champ de moment soit antisymétrique qui me permet d'écrire ceci. Donc, c'est exactement cette règle en fait. Maintenant, je viens également, j'ai R2 scalaire. Ceci va me permettre, je vais également écrire M1 défini en O'. Donc, j'ai M1 défini en O' plus R1 vectoriel O', O. Donc, voilà ce que j'ai. Maintenant, il ne me reste qu'à développer. Je me retrouve avec R1 scalaire M2 de O' plus R1 scalaire R2 vectoriel O', O plus R2 scalaire M1 en O' plus R2 scalaire R1 vectoriel O', O. Là, j'ai des produits mixtes. Et comme on a déjà eu à le voir au premier chapitre en calcul vectoriel, on va juste utiliser les propriétés que nous avons obtenues. Donc là, je peux rassembler. Là, j'ai R1 scalaire M2 en O'. Je le ramène avec celui-ci, plus R2 scalaire M1 en O'. Plus maintenant ceci, R1 scalaire R2 vectoriel O'. Rappelez-vous, on avait U scalaire V vectoriel W qui est encore égal à V scalaire W vectoriel V scalaire W vectoriel U qui est encore égal à W scalaire U vectoriel V. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, j'ai du R1, R2, O', j'ai du R1, R2, O'. Je vais essayer d'exprimer ça de la même façon. Vous voyez qu'ici, j'ai un produit vectoriel entre R1 et O'. Je vais essayer de reproduire ça ici. Pour avoir un produit vectoriel entre R1 et O', il faut faire sortir R2. Du coup, je vais me placer dans une position où je vais faire sortir ce R2 exactement comme dans ce cas. J'ai ce cas et je le transforme en ça tout simplement. Ça veut dire qu'ici, si je fais du R2, j'aurai R2 scalaire O', O vectoriel R1. C'est ceci qui est devenu ça. C'est j'ai R2 scalaire O' vectoriel R1. Que j'additionne avec R2 scalaire
R1 vectoriel O'. Vous voyez donc ici, bon, le travail il est fini. Vous voyez ici O' vectoriel R1. Si on utilise la propriété du produit vectoriel, ceci c'est encore moins R1 vectoriel O'. Vous voyez qu'on aura R2 scalaire, bon, avec le plus, ça va faire moins R2 scalaire R1 vectoriel O' plus R2 scalaire R1 vectoriel O'. Donc tout cela va s'annuler. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester P de O, qui sera simplement R1 scalaire M2 de O', plus R2 scalaire M1 de O'. Ceci qui n'est rien d'autre que P de O'. Donc ceci nous permet de démontrer qu'en fait, le produit de deux torseurs ne dépend pas du point de réduction commun des deux torseurs. Ceci achève la démonstration. Maintenant, oui, on a déjà dit que tout ce gros terme, il s'annule. Donc maintenant, passons à la définition des invariants scalaires et des invariants vectoriels. Alors, pour un torseur défini, donc ça c'est vraiment très nécessaire et parfois il vous sera demandé de démontrer cela en contrôle continu ou bien dans un exercice, un devoir quelconque. Vous aurez à voir cet exercice dans quelques anciens sujets, ça peut arriver, donc c'est comme ça qu'on raisonne pour cela. Alors, essayons de définir la notion d'invariant scalaire et invariant vectoriel. Bon, comme on l'a dit, lorsqu'on définit un torseur, on a un champ antisymétrique et son vecteur associé. On se rend compte que lorsqu'on quitte d'un point à l'autre, il y a toujours la résultante qui est changée. Alors, logiquement, la résultante, c'est un invariant vectoriel, normalement. Mais on va définir l'invariant scalaire. Donc, pour un torseur tau, défini en O, qui est simplement R et M en O, l'invariant scalaire sera noté IS et lui sera simplement R scalaire M de O. Quant à l'invariant vectoriel, on se doute bien que ce soit R, parce que R est déjà un invariant vectoriel, mais que ce soit peut-être un multiple de R ou pas. Donc ici, on aura un invariant vectoriel qui est défini comme ceci. Vous aurez simplement votre moment, c'est-à-dire défini en O, par exemple, scalaire U, le tout porté par U. Avec U qui est égal à R sur R. Donc, c'est ça qui va vous faire en sorte que vous aurez souvent à voir des expressions telles que M scalaire R sur... Donc là, vous avez un premier R sur R. Avec le second R, ça fait du R carré porté par R. Or, ceci, c'est un invariant, c'est notre invariant scalaire. Du coup, on va avoir l'invariant scalaire sur la norme de R élevé au carré porté par R. Donc, c'est ça notre invariant scalaire. On se doute bien que vous voyez que ceci, c'est comme un facteur alpha qui sera porté simplement par R. Donc, l'invariant vectoriel ne sera rien d'autre que l'invariant scalaire divisé par la norme de R au carré porté par R. Ceci achève donc la 4e vidéo de cette série consacrée à l'unité d'enseignement mécanique du solide indéformable. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on développera la notion de décomposition centrale, d'axe central d'un torseur, et les autres vidéos où on va vraiment faire des applications sur les deux chapitres qui viennent de s'écouler.
Donc, si jamais il y a une préoccupation, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Et bon, bref, posez vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo, de liker si vous avez aimé le contenu, de partager à votre zone d'entourage, votre zone proche, à qui ça peut aider. N'hésitez pas de partager. Désolé, il se fait un peu tard, je suis fatigué, mais bon, ça va. On, on le fait, on le fait. Donc, merci pour votre aimable attention et rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Martin Rémy, à votre service. Au revoir.